Bonsoir à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Je suis vraiment très content d'avoir fait le déplacement pour venir vous parler de nos travaux de recherche dans mon laboratoire. Je vérifie si mon sabre laser fonctionne. C'est parfait. Donc effectivement, on va parler ce soir des agroécosystèmes, des problématiques des pollutions. On va parler pesticides, mais pas uniquement. Vous allez voir, on va aussi parler de nouvelles problématiques de pollution qui apparaissent dans les champs, notamment les plastiques, les perturbateurs endocriniens. Les interactions aussi avec la température, dans quelle mesure en fait c'est des milieux complexes où il y a plein de choses qui se passent. Finalement, on ne peut pas prendre un problème l'un après l'autre. Il y a une diversité de problèmes qui parfois se télescopent et qui font que du coup on a plein de problématiques et que voilà, effectivement les recherches en éco-phyto sont très importantes pour comprendre ce qui se passe et trouver des alternatives. Et donc j'essaierai de finir par une voie un peu positive avec justement quelles sont les solutions, quelles sont les voies d'exploration aujourd'hui qui sont développées dans les laboratoires pour essayer de trouver des solutions justement en remplacement des pesticides de synthèse et autres. Alors je viens donc effectivement de l'Institut d'écologie et sciences environnementales de Paris. Donc très rapidement pour vous situer un petit peu où est-ce qu'on travaille, on est dans Paris Intramuros, mais pas uniquement, on a aussi une partie du côté de Versailles, et il y a un centre INRAE qui est juste derrière le jardin de Versailles. Donc c'est un gros laboratoire, on est quand même plus de 200, oh pardon, je fais déjà des bêtises, on est plus de 200, 14 équipes, 5 départements, donc une des équipes je suis responsable effectivement, chimie, réception et adaptation, et donc je coordonne à peu près une vingtaine de personnes qui travaillent sur différentes thématiques, et plus spécifiquement je pilote un groupe qui travaille effectivement sur ces questions d'impact des polluants et interaction avec la température. Donc dans mon équipe, dans mon département, on travaille sur ces grands enjeux d'agroécologie, le biocontrôle, donc ces nouvelles solutions. On a aussi effectivement cet axe écotoxicologie avec les impacts des polluants, donc tout ce qui touche à l'environnement et aux changements globaux. Et on a une large palette de sujets, puisqu'on va de l'étude de ce qu'on appelle les signaux chimiques, c'est-à-dire comprendre ce que émettent les plantes, les insectes, les phéromones, donc comprendre un petit peu finalement comment communiquent les organismes entre eux. On essaie de comprendre aussi ce qui se passe en termes de mécanismes, comment fonctionne l'olfaction, comment on détecte les odeurs, et comment aussi on peut avoir une perturbation de ces détections, de ces comportements. Donc d'où cet axe 3, plasticité, dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est moi qui suis responsable de cet axe. Et puis on a aussi un axe évolution, comment ces choses ont évolué avec le temps, comment la communication chimique, comment les organismes ont évolué d'un point de vue génétique. Et puis un axe application-innovation, donc je vais vous parler aussi un petit peu à la fin, donc le côté un peu positif de mon message de ce soir. On travaille sur beaucoup de modèles. Donc quand on travaille chez les insectes, on a la possibilité de choisir plein de choses, on a plein de modèles agronomiques qui posent pas mal de problèmes. On travaille beaucoup avec les lépidoptères, mais on a aussi pas mal de programmes avec des coléoptères, un certain nombre de mouches ravageuses aussi, les Suzuki ou autres. Et on a des approches qui sont très, très diverses. Ça va effectivement de l'analyse chimique des polluants, des odeurs, jusqu'à de la biologie moléculaire, de la modélisation, donc des choses qui vont du gène finalement au comportement. Et donc dans mon équipe, on traite cette question de ces agroécosystèmes qui sont sous forte contrainte et qui sont exposés à tout un tas de choses. Et les organismes qui vivent dans ces écosystèmes sont exposés à tout un tas de choses. Donc il y a bien évidemment assez facilement, assez intuitif, cette question des pesticides. Quand vous avez un ravageur de culture ou une espèce utile, un auxiliaire, comme par exemple des abeilles, elles sont effectivement exposées à tout un tas de pesticides de synthèse. Et donc on a beaucoup parlé, et vous en avez entendu largement parler, de cette problématique d'exposition à des fortes doses, de la perte de la biodiversité, des insectes, des oiseaux, et qui du coup effectivement amène à des grands questionnements et ce développement de plans éco-phyto pour essayer de trouver des solutions. De nouvelles thématiques émergent depuis maintenant une quinzaine d'années, qui sont un autre aspect de ce problème, qui est tout ce qui est effet des faibles doses, des doses sublétales. On n'a pas forcément que des doses fortes qui sont émises dans l'environnement, on peut avoir aussi des conditions un peu spécifiques où on se retrouve avec des petites doses qui ne tuent pas. Et du coup, ça peut induire des effets long terme, des effets qu'on dit chroniques, qui apparaissent finalement beaucoup plus longtemps après application du produit, et qui peuvent parfois avoir des effets
très inattendu ou peu observé. Ce n'est pas forcément de la mortalité, ça peut être beaucoup d'autres choses. Et justement, ce soir, je vais vous montrer un bel exemple de ce qu'on peut avoir comme effet inattendu, et ça peut vraiment être très surprenant parfois. Mais les agroécosystèmes, c'est aussi exposé à plein d'autres choses. Et là, c'est pareil, on est en front de science, on commence à développer des nouvelles études parce qu'on se rend compte qu'en apportant du matériel, comme par exemple du matériel agricole avec des particules plastiques, en apportant des eaux d'arrosage qui ont été potentiellement contaminées avec tout un tas de polluants, en utilisant des boues d'épuration qui sont des fertilisants mais qui ont été aussi contaminés avec un certain nombre de produits chimiques, et ben on se rend compte que dans les agroécosystèmes, on se retrouve avec pas mal de nouvelles pollutions, comme par exemple des micro- et nanoplastiques, un certain nombre d'additifs comme les perturbateurs endocriniens, le bisphénol A, les phtalates, des produits dont vous avez déjà dû entendre parler dans les cosmétiques, dans les tickets de caisse et autres, ben on les retrouve maintenant dans les champs. Le PFAS, ces fameux produits imperméabilisants, pareil, il y a une grosse problématique de PFAS dans les agroécosystèmes. Une collègue, par exemple, de l'INRAE, qui travaille sur les micro- et nanoplastiques dans les sols, en fait, passe son temps à récupérer des sols, à essayer d'identifier, de voir s'il y a des micro- et nanoplastiques, et elle retrouve régulièrement ces petites particules. Donc en fait, ces gros plastiques agricoles ou du quotidien se dégradent, se transforment en petites particules qui polluent les agroécosystèmes et libèrent à l'échelle moléculaire des additifs qui sont, eux, avec des effets perturbateurs endocriniens. Et bien évidemment, la question, elle est assez évidente là, c'est comment est-ce que tout ça interagit, parce que forcément, des organismes sont exposés à tout ça. Et en plus, ils sont exposés à des problématiques de température, de réchauffement de température, des modifications de température. Donc il y a tout un tas de questionnements aussi aux interfaces, les effets des pesticides versus les autres polluants, mais les effets aussi avec la température et quelles peuvent être finalement les conséquences sur les organismes. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire dans mon laboratoire. Alors, à petite échelle, on essaie de développer des programmes, donc progressivement, ça fait une quinzaine d'années qu'on est sur ce genre de questions. Et donc on a un certain nombre de programmes qui visent à étudier par exemple les métaux lourds, puisqu'on retrouve aussi des métaux lourds dans les champs, à travailler sur les perturbateurs endocriniens avec au moins 2 majeurs, bisphénol A et les phtalates comme le DEHP, tout un tas de pesticides qui sont utilisés encore en France ou qui ont été interdits mais qui sont utilisés dans d'autres pays, puisque c'est aussi cette problématique des pays du Sud où il n'y a pas forcément les mêmes réglementations avec encore des produits de synthèse assez délétères, assez néfastes qui sont encore utilisés. Et puis on a cet axe effectivement aussi sur les produits de biocontrôle, parce que finalement nos insectes qui nous permettent de comprendre un peu l'impact de tous ces polluants nous permettent aussi quelque part de développer des nouvelles approches pour essayer de trouver des nouvelles solutions pour lutter contre ces ravageurs de culture. Et donc au niveau du questionnement, on a quelque chose d'assez actuel finalement au sein de l'équipe, au sein du groupe, puisqu'on essaie de prendre en considération toutes ces questions de front de science avec des forts enjeux environnementaux et sociétaux. Donc déjà les questions des insectes et des agroécosystèmes terrestres pollués, qui n'est pas très étudié en comparaison d'autres écosystèmes, comme par exemple les écosystèmes aquatiques ou marins qui sont extrêmement bien étudiés d'un point de vue écotoxicologie. On essaie de comprendre en considération divers polluants, les perturbateurs endocriniens, les faibles doses, les doses environnementales, les aspects effets de mélange. Il nous est arrivé sur l'expérimentation de certains papiers de faire des mélanges de près de 8 polluants, voire on a même tenté plus qu'on n'a pas encore publié, avec des associations assez improbables de différentes molécules. Et puis on essaie de voir aussi les interactions avec d'autres facteurs comme la température, mais aussi la nutrition. Quand on est en carence, on est en sous-alimentation, est-ce que finalement on a des effets ou pas qui peuvent être différents. Notre modèle principal, c'est celui-ci, Spodoptera littoralis. Alors vous ne le connaissez pas encore, mais bientôt, vous allez le connaître. C'est un ravageur de culture qui était jusqu'en 2020 une espèce de quarantaine en France. On ne le trouvait pas en France. Sauf qu'en fait, il est apparu progressivement et depuis 2020, il est considéré comme installé sur le territoire, et notamment dans la région PACA. Il est arrivé, ça y est. Alors quand on dit il est arrivé, ça veut dire que l'animal pond des œufs, un cycle complet se fait, et donc il passe ses saisons en fait en France. Et pas je le ramène par avion, par bateau, il est présent, il est installé. Un ravageur qui à l'origine est plutôt ravageur du coton, mais en fait c'est un polyphage qui s'adapte à beaucoup de choses et il attaque plus de 87 espèces de plantes. Et notamment par exemple il a posé beaucoup de problèmes en Corse à une époque sur tout ce qui était tomates,
plantation dans les serres, et il peut s'adapter finalement à pas mal de plantes différentes. Donc ça, nous, c'est un modèle qu'on travaille au laboratoire depuis près de 40 ans. À l'origine, c'était plutôt avec une approche nord-africaine, avec des problématiques effectivement de ravage, notamment dans tout ce qui était champs de coton, par exemple du côté de l'Égypte. Et puis, on a progressivement tellement appris sur le modèle que c'en est devenu un modèle de laboratoire où on a développé énormément d'outils. Donc on est en capacité aujourd'hui de faire de l'élevage à haut niveau, hein. C'est près de 2000 à 3000 individus qu'on est en capacité de produire chaque semaine. On est en capacité d'aller analyser tout un tas de paramètres physiologiques, de faire de la génétique. On a plein d'outils en fait, qui nous permettent de bien comprendre l'animal, de bien étudier les effets de différents paramètres comme les pesticides ou la température sur ces animaux. Donc on a une vraie expertise. Et en plus, effectivement, cet animal nous amène cette petite problématique supplémentaire qui est ces histoires d'espèces invasives avec un front de colonisation qui est au sud de l'Europe. Et donc une espèce qui progressivement remonte, hein, comme d'autres espèces dont vous avez déjà entendu parler, un moustique tigre, etc. Une des spécificités, comme l'a dit Delphine en introduction, c'est qu'on étudie aussi beaucoup tout ce qui est olfaction et comportement olfacto-induit. Alors pourquoi est-ce qu'on se fait ce focus spécifique? C'est une expertise qu'on a au niveau du laboratoire, parce que en fait, l'olfaction, c'est un sens chimique qui est très important chez beaucoup d'animaux, mais qui est crucial chez les insectes. Chez beaucoup d'animaux, vous avez des questions liées à l'accouplement, aux phéromones d'alarme, les marquages territoriaux, les interactions sociales, la recherche des ressources alimentaires, la détection des prédateurs. Mais chez les insectes, c'est vraiment une modalité sensorielle qui est primordiale, qui prime d'ailleurs sur presque tout, et ce qui d'ailleurs fait que aujourd'hui, une des voies de recherche d'alternatives, c'est tout ce qui est phéromones, attraction par les phéromones, parce que les animaux sont très sensibles et même presque manipulables grâce à ces phéromones. L'olfaction, c'est quelque chose effectivement qui est assez complexe. Là, par exemple, vous avez une représentation d'un papillon qui est attiré par une source de phéromones, les phéromones sexuels femelles. Ici, vous avez à droite un mâle. Et en fait, globalement, ce qu'on voit, c'est qu'une femelle va émettre un panache de phéromones. C'est quelque chose, un milieu complexe, hein, qui se balade en fonction du vent, en fonction de perturbations extérieures. Et l'animal va retracer ça et va essayer de retrouver la source phéromonale. Là, sur le schéma, en fait, la distance est relativement petite, mais il faut savoir que certaines espèces peuvent détecter ces phéromones sexuels à plusieurs dizaines de kilomètres. Donc on va détecter des toutes petites quantités de phéromones dans l'espace, et l'animal est en capacité de remonter la trace pour retrouver la femelle et s'accoupler. Donc c'est quelque chose qui effectivement est assez puissant, extrêmement important pour la reproduction de l'espèce, et qui fait qu'aussi, du coup, c'est un aspect qu'il faut prendre en considération lorsqu'on étudie ces ravageurs, et qu'on essaie de trouver des solutions pour ces ravageurs, d'où notamment par exemple sur les phéromones. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, je vais vous faire de vous des spécialistes de l'olfaction des insectes, vous allez voir. Où est-ce que ça se passe tout ça? Ça se passe au niveau des antennes. Le nez des insectes, c'est les antennes. Ils sentent avec les antennes. Et les nez des insectes, c'est en fait des antennes sur lesquelles vous avez plein de petites sensibles comme ça, qui sont en fait des sensibles qui possèdent, donc ici vous avez une représentation schématique d'une sensible, vous avez des sensibles qui présentent des neurones olfactifs. En fait, c'est exactement la même configuration anatomique que chez nous. Chez nous, on a une muqueuse olfactive avec des neurones olfactifs qui sont très proches de l'extérieur. C'est les neurones les plus proches de l'extérieur. Ils sont en fait en contact quasi direct. Il y a un petit mucus olfactif qui recouvre tout ça. Et du coup, forcément, ici, la mécanistique, elle est très simple. Vous avez ici des odeurs, des phéromones ou des odeurs de plantes. Elles vont rentrer par des petits pores cuticulaires, vont se retrouver dans un milieu liquide qu'on appelle de la lymphe sensibière et vont être prises en charge par ce qu'on appelle des odorantes binding protéines, des protéines de fixation des odeurs, qui vont amener tout ça au niveau des neurones et activer les neurones. Donc, on a la fixation comme un système de clé de serrure d'une odeur sur un récepteur. Et la conséquence de tout ça, c'est que cette information chimique est transformée en information électrique. En fait, le neurone va être activé, on va avoir une impulsion neuronale, et qui va du coup va être ensuite envoyé au niveau du système nerveux central par un nerf anténaire, donc exactement comme chez nous. Et puis tout ça va être intégré au niveau central,
Vous allez avoir des odeurs, on va avoir de la vision, on va avoir plein de choses. L'animal va intégrer tout ça, et après on va avoir un comportement. Et donc typiquement, lorsque vous mettez, quand vous mettez ici de la phéromone sexuelle, tout est détecté au niveau des antennes, au niveau de ses sensibles. Après toute cette transformation en message électrophysiologique qui envoie au niveau du neurone, enfin du cerveau de l'animal, vous allez avoir un mouvement en fait, du mâle, donc ça va se traduire comme ça en comportement, un mouvement du mâle vers la phéromone sexuelle. Comment est-ce que les polluants interagissent avec tout ça? En fait, une des problématiques que nous on étudie, c'est cette possibilité qu'ont les polluants à venir justement interférer avec ce mécanisme-là. En fait, les polluants sont des toutes petites molécules qui peuvent soit directement rentrer ici par les pores, donc prendre le même chemin que les odeurs, les phéromones, et rentrer dans les sensibles, et donc venir perturber ici les neurones. Mais ils peuvent aussi passer par le système vasculaire, comme le sang. Alors, c'est pas du sang chez les insectes, c'est ce qu'on appelle de l'hémolymphe, mais c'est exactement le même principe. On peut avoir du coup des polluants qui pourraient venir ici au niveau des neurones et perturber tout ça. Et donc nous, c'est ça qu'on essaie de comprendre. C'est du coup quelles sont les perturbations possibles si on a une exposition des polluants sur ce système olfactif, sur les comportements associés. Et donc du coup, quelque part, essayer de comprendre quand le polluant ou l'insecticide ne tue pas, finalement, est-ce qu'il peut avoir des effets différents et notamment perturber l'olfaction ou le comportement. Et ça, c'est important parce que justement, ce contexte des faibles doses d'insecticides dans le champ est quelque chose qui est de plus en plus étudié parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus probable, et notamment dans le cas de figure de l'écophyto, où on réduit l'utilisation des pesticides, où on a aussi des agriculteurs qui sont plus raisonnables en termes de traitement, ils font moins d'applications, où ils essaient de diminuer les doses, selon les recommandations de certains fournisseurs. Et tout ça fait que globalement, vous avez une dynamique qui s'installe quand un tracteur passe et vaporise un pesticide. Vous avez ici parfois une dilution spatiale en raison par exemple du vent. Et donc vous avez globalement à plusieurs centaines de mètres de l'application, ici moins de concentration de pesticides, c'est moins concentré qu'ici sous la pulvérisation. Vous avez aussi une dilution dans le temps parce que ces produits de nouvelle génération sont construits, contrairement aux produits d'après-guerre, où là, on avait en fait les pesticides, c'était la leçon qu'on avait tirée des gaz neurotoxiques qu'on avait pu faire durant la guerre. On a trouvé une application possible en agriculture, et un des objectifs de l'après-guerre, c'était d'avoir une agriculture durable, de produire, et surtout d'avoir le moins de passages possible en champ. Donc on faisait des produits très persistants dans l'environnement. Aujourd'hui, on en paye un peu la facture, puisqu'on a encore des pesticides de l'après-guerre qui ont été retirés du marché depuis plus de 20 ans, qu'on peut encore doser dans les sols et dans certains écosystèmes. C'est une vraie problématique. Et aujourd'hui, les produits de nouvelle génération sont beaucoup plus instables, on va dire, sont beaucoup plus dégradables dans l'environnement, même si, en fait, il y a quand même des problèmes de persistance. Et ils sont plus dégradables parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles à, justement, le soleil, la pluie, le pH, donc tout un tas de facteurs environnementaux qui vont jouer et dégrader le produit. Un troisième aspect aussi qui commence à peut être considéré, c'est aussi le fait que, justement, quand le tracteur passe, ici, on a la possibilité d'avoir une exposition des organismes à des micro-gouttelettes. Donc en fait, c'est un spray, et donc forcément, on passe sous une douche, et donc potentiellement, les organismes qui sont là, les insectes ravageurs, tous ces petites larves là, qui sont en train de grignoter les plantes, peuvent être potentiellement exposés à ces petites gouttelettes. Et d'ailleurs, on voit dans la bibliographie scientifique apparaître des articles qui étaient jusqu'à maintenant assez surprenants, et qui aujourd'hui commencent à être un peu plus nombreux, où on prend en considération, même d'un point de vue réglementaire, quels peuvent être l'impact justement de ces applications par spray, de ces micro-applications, de ces micro-gouttelettes sur les organismes. Donc là, par exemple, sur cet article-là, on s'est testé chez l'adulte de l'abeille, on a testé 42 produits, 42 formulations de produits pesticides, en faisant ce genre d'application par micro-gouttelettes et en essayant de voir si ça avait des effets ou pas. Et ça, c'est assez intéressant parce que, en tout cas, nous, c'était une hypothèse qu'on a formulée au laboratoire. On s'est dit, ça peut expliquer peut-être quelque chose, parce que ces petites faibles doses qui ne tuent pas, et qui potentiellement, donc ces micro-gouttelettes peuvent venir sur les organismes, elles peuvent induire des effets qui ne sont pas de la mortalité, mais autre chose. Et parfois, effectivement, on a des effets qui sont décrits dans certaines bibliographies ou par certains agriculteurs, qui sont le fait qu'on a une augmentation de la population d'insectes ravageurs à un taux bien supérieur que ce que ça aurait été si on n'avait pas fait d'application.
En fait, globalement, on fait un traitement pesticide. Normalement, on s'attend à ce qu'on tue les ravageurs et qu'on baisse la population. Là, c'est tout l'inverse qui se passe. Après le traitement insecticide, quelques temps après, on a une population qui explose. C'est ce qu'on appelle des phénomènes d'hormèse. C'est quelque chose qui est issu de la pharmacologie. C'est le fait que les petites doses, parfois, peuvent au contraire, au lieu d'avoir, ici par exemple, une inhibition, une mortalité à forte dose, on va plutôt avoir un effet de stimulation des faibles doses. Donc les effets d'hormèse en pharmacologie, c'est vraiment ça. Et autant c'est très bien compris en pharmacologie, autant sur effectivement les insectes et ce contexte agroécologique, c'est très peu connu. Donc du coup, nous, on est parti de cette hypothèse en se disant, ça se trouve, cette augmentation de la population d'insectes est peut-être due au fait que justement les insectes sont exposés à des faibles doses qui vont stimuler quelque chose chez les insectes. Et donc, pour le faire, forcément, il faut faire de l'expérimentation. C'est ça que font les chercheurs, ils expérimentent pour démontrer des choses, après ils en font des modèles, et puis après ils vulgarisent ça. Mais globalement, voilà, on est passé par cette phase-là où on s'est dit, on va choisir une molécule, tiens, la deltamétrine, très bon insecticide, dernière génération, pyréthrinoïde neurotoxique, que vous connaissez très bien, qu'on retrouve sur les moustiquaires, dans les produits phytosanitaires pour nos animaux de compagnie. Il est aussi utilisé justement contre Spodoptera littoralis ou un certain nombre de ravageurs de culture. C'est un bon neurotoxique parce qu'il perturbe le fonctionnement des synapses, des connexions entre les neurones. Il est utilisé la plupart du temps en pulvérisation d'épandage, donc c'est pareil, parfait, on a ce système de micro-gouttelettes. Et normalement, il a une demi-de-vie, c'est-à-dire il disparaît relativement rapidement, puisqu'en quelques semaines, le produit n'est plus détectable. Même si, quand même, il y a des questionnements en termes de persistance environnementale, et donc de toute façon, de manière globale, de ces effets des doses subjectives. Donc, le produit étant choisi, on a fait de la toxicologie, on a pu déterminer quelles étaient les doses fortes, quelles étaient les doses faibles, donc les doses sublétales qui ne tuent pas. Et donc, assez rapidement, la première chose qu'on fait souvent au laboratoire, c'est qu'on l'applique sur les animaux et on étudie le comportement. Le comportement d'un insecte, c'est super simple à observer, c'est beaucoup plus pratique qu'un vertébré. Et là, c'est des organismes beaucoup plus petits. Et globalement, vous avez une réponse comportementale en quelques minutes. Vous mettez des phéromones sexuels, le mâle devient complètement fou. Il va avoir des antennes qui vont se redresser. Il va faire ce qu'on appelle de la ventilation, des vibrations à l'air, en fait. Donc, il y a les ailes qui battent preuve d'une excitation. Vous avez l'appareil génital qui sort en partie postérieure. Vous avez vraiment un appareil qui sort et qui est preuve que l'animal a détecté la phéromone puisqu'il cherche à s'accoupler. Et puis alors là, il va directement en direction de la source phéromonale de la femelle, il va s'accoupler. Et ça, c'est en quelques minutes que ça se passe. Et c'est pour ça que du coup, justement, on peut utiliser ce type de molécules pour faire des pièges. Parce qu'effectivement, ils deviennent complètement fous, ils sont manipulés, il faut qu'ils trouvent absolument la source phéromonale pour s'accoupler. Un papillon, il faut avoir conscience que ça vit quelques jours, dans le meilleur des cas sur certaines espèces quelques semaines, et la vocation d'un adulte d'un papillon, c'est de se reproduire. C'est la seule chose qu'il a à faire. Les larves, elles mangent, c'est la croissance, les papillons, c'est la reproduction. Alors qu'est-ce qui se passe du coup si on expose nos animaux à notre pesticide, mais à dose qui ne tue pas? Là, on obtient des choses assez intéressantes. Donc c'est ce que je disais, les fameux résultats un peu inattendus. Au début, on pensait qu'on aurait peut-être des effets toxiques, mais en fait, pas du tout. C'est complètement l'inverse qu'on a obtenu. Alors si vous regardez déjà les contrôles, donc les courbes noires. Donc là, globalement, ce que vous voyez, c'est les 4 items comportementaux que je vous ai décrits. Vous avez ici le temps. Donc on va ici jusqu'à 270 secondes, pour vous dire que c'est très rapide, une réponse comportementale. Et ici, quand vous avez le chiffre 1, ça veut dire que 100% des individus qu'on a testés ont développé l'item comportemental. Et ce qu'on voit ici, c'est que, par exemple, pour le redressement des antennes, progressivement, les contrôles, courbe noire, développent l'item comportemental, et puis c'est au bout de 270 secondes qu'on considère que 100% des individus ont développé l'item. Pareil pour le wing fanning, donc les vibrations à l'air, pareil pour tous les items comportementaux. Si vous mettez une dose sublétale qui ne tue pas l'insecte, donc notamment ici c'était le 10e de la dose létale 50, et bien vous voyez, courbe rouge, quelque chose d'assez surprenant, la réponse est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'ici, au bout de 30 à 60 secondes, 100% des individus ont redressé les antennes. Et pareil pour tous les autres items. En fait, il y a une sorte de stimulation, le pesticide ne tue pas, mais on stimule quelque chose dans la reproduction de l'insecte. Donc
ce qui est très surprenant, puisque a priori, à l'origine, ce pesticide, on l'utilise pour tuer ou perturber la physiologie de l'insecte. Là, c'est tout l'inverse. Au contraire, on va avoir des mâles qui vont répondre encore plus facilement, encore plus rapidement à la phéromone sexuelle. Alors bien évidemment, on s'est dit c'est bien, mais bon, il y a des petites critiques dans notre dispositif, parce que là, on les a testés un par un, on a mis de la phéromone artificielle qu'on a mis sur un papier. Bon, il y a des biais expérimentaux, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et on va faire autre chose comme type de comportement. Et ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle des systèmes de compétition. Donc là, vous prenez 2 mâles, un contrôle, un que vous traitez au pesticide à dose non létale, vous mettez tout ça en présence d'une femelle dans une arène de comportement, et vous faites un enregistrement et vous faites une compétition en fait, de rapports sexuels. C'est quel est le mâle qui va remporter le premier la compétition et s'acoquiner avec madame. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que lorsqu'on applique notre fameuse dose létale, donc dose non létale, et on a bien effectivement les papillons qui ont été pré-exposés à ce pesticide à dose sublétale qui vont remporter favorablement la compétition. Là, vous avez 60% des individus qui vont s'accoupler, alors que chez les contrôles, c'est un peu moins, c'est 40%. Alors que par contre, si vous mettez une dose beaucoup plus forte, donc ce qu'on appelle la dose létale 30, là ça tue 30% des individus, vous inversez complètement la tendance. C'est les contrôles qui vont remporter plus favorablement la compétition et ceux qui sont traités au pesticide à dose létale qui vont pas forcément remporter la compétition. Donc là, on a confirmé notre résultat, puisqu'on voit effectivement que ici, on a, avec cette dose non létale, une stimulation du comportement reproducteur. Alors ce que j'appelle souvent en colloque, comme ça, en disant il y a un petit effet Viagra, en fait, on stimule finalement le comportement reproducteur du mâle avec cette dose sublétale de pesticides. Pour aller plus loin et pour confirmer ça, ce qu'on peut faire, c'est ce genre de manip. Alors là, c'est pour ça qu'effectivement, en laboratoire, et dans notre laboratoire, on est bien équipé, parce qu'on est spécialiste de ça. On peut connecter des électrodes, notamment sur les antennes, pour enregistrer toutes les activités électrophysiologiques, électriques des neurones. Ça nous permet de savoir, finalement, en termes de mécanisme, est-ce qu'un neurone va répondre ou pas. Et en fait, on a ce type de courbe, c'est très facile à enregistrer, quand on a l'équipement, bien évidemment, et l'expérience, mais globalement, vous avez ici un neurone qui a une activité de base, et puis dès que vous avez une stimulation avec une odeur, vous avez un neurone qui va dépolariser, repolariser, donc là vous avez une courbe de réponse qui est très typique, preuve qu'effectivement vous avez une activité électrophysiologique d'un neurone. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez stimuler avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des phéromones sexuels, vous pouvez mettre des odeurs de plantes, vous avez en fait un animal qui est fixé, il a l'électrode, et puis là vous passez toute la journée plein d'odeurs et vous testez tout ce qui peut vous passer dans la main sur l'animal et vous enregistrez les activités neuronales. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on a testé les phéromones sexuels sur des animaux qui ont été pré-traités avec ces doses non létales de pesticides, on s'est rendu compte que tous les neurones répondaient beaucoup plus rapidement. Donc, ce qu'on observait au niveau des comportements, on l'a retrouvé au niveau de la réponse des neurones. En fait, les neurones sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus réactifs. Donc, preuve qu'effectivement, cette dose sublétale, elle est vraiment stimulatrice de quelque chose. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand on a testé la même chose avec des odeurs de plantes, là, on n'a pas vu d'effet. Donc, la réponse est la même chez les traités, chez les contrôles, avec les odeurs de plantes. Donc, c'est vraiment que le système de reproduction qui est touché. On a une stimulation vraiment sexuelle des animaux. Alors ça s'explique parce que, globalement, en fait, en situation de stress, comme je vous disais, les mâles, leur vocation, c'est de se reproduire. Donc, s'il y a un petit coup de stress, c'est le petit dernier coup, le petit dernier élan pour y aller, pour essayer de trouver une femelle pour se reproduire. Et donc, il y a quelque chose qui est effectivement lié finalement un peu à l'instinct de survie aussi chez ces espèces. Donc là, mon discours est un peu anthropisé, mais globalement, c'est ça qui se passe d'un point de vue physiologique et comportemental. L'animal, en fait, probablement, il y a des mécanismes qui se mettent en activité qui fait qu'il faut qu'il s'accouple. Et donc, il devient beaucoup plus réactif à la phéromone sexuelle parce qu'effectivement, il a été exposé à quelque chose qui l'a stressé. Alors, comme je vous le disais, l'histoire est beaucoup plus compliquée finalement aussi. On peut ensuite monter en puissance parce que si on rajoute à tout ça cette histoire de multiparamètres environnementaux, là, on peut commencer à toucher à des choses extrêmement intéressantes. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Toutes ces histoires-là, on a essayé effectivement
de l'associer à d'autres problématiques, comme par exemple les effets de la température, avec effectivement cette problématique très claire, notamment par rapport à cette espèce, qui est qu'on a une espèce qui vient de zones très chaudes, qui est en train de remonter vers le nord et qui donc rencontre des zones un petit peu plus fraîches, même si, a priori, on a quand même un petit effet réchauffement climatique, j'ai l'impression, et qui donc du coup forcément doit quelque part un peu s'adapter ou pas, qui doit développer des nouvelles compétences pour s'adapter à ces variations de température. Alors nous, ce qui nous intéresse beaucoup chez ces espèces-là, c'est étudier ce qu'on appelle les optimums thermiques et les variations autour de l'optimum thermique. Qu'est-ce que c'est qu'un optimum thermique? C'est en fait ici une température optimale pour la physiologie, la biologie d'un organisme. Et notamment les insectes sont des organismes un petit peu à part, sont assez différents de nous parce qu'ils sont très dépendants de la température extérieure. S'il fait froid, la température du corps est froide. S'il fait chaud, la température du corps réchauffe. Ce qui est très différent de nous, qui régulons la température. Donc on a un système de régulation. Et bien eux, en fait, du fait de ce fait-là, ils ont en fait une plage thermique optimale, un optimum optimal, et c'est ça qui est très intéressant à étudier, et notamment, nous, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe lorsqu'on s'écarte légèrement de cet optimum thermique, c'est-à-dire dans des conditions réalistes. Il y en a qui vont faire des études où on va mettre un animal qui est par exemple un optimum thermique à 20 degrés, on va faire des manips à 30 degrés, des manips à 5 degrés, donc des valeurs très extrêmes, mais est-ce que les animaux vont rencontrer ce genre de situation-là? Pas forcément. Et là, nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est de se dire, on fait des petits pas de température, de 2 degrés à droite, 2 degrés à gauche, et on essaie de voir si finalement, juste 2 degrés de différence, ce qui est déjà un peu plus réaliste en termes d'exposition dans la nature, peut éventuellement changer des choses. Et comme je vous disais, ensuite, nous, ce qu'on essaie de voir, c'est l'interaction de ça avec l'exposition aux pesticides. Et donc c'est ce qu'on voit ici sur ce type de manip qu'on a fait au laboratoire. On a essayé de prendre un pesticide, de nouveau la deltamétrie, qui est en plus connue, elle, pour varier en fonction de la température. Sa toxicité, en fait, varie en fonction de la température. Il y a un certain nombre d'articles qui le montraient. Et notamment, pour la deltamétrie, chez un certain nombre d'insectes, il avait été décrit que plus vous augmentez la température, plus vous avez une baisse de la toxicité, donc de l'effet toxique du pesticide. Donc, quelque chose qui, pareil, soulève question, c'est-à-dire que vous appliquez un pesticide en champ, son efficacité va être modifiée en fonction de la température ambiante. Et du coup, quand on l'a testé sur notre modèle, le fameux, on a montré à peu près la même chose, puisqu'on a effectivement très clairement montré qu'on avait une baisse de la toxicité avec la température qui augmentait. Et donc, effectivement, excusez-moi, je vais trop vite. Et donc effectivement exactement le même type de résultat donc sur ce type de graphique et qui montre qu'effectivement qu'on combine température et pesticides, effectivement on a ces modifications de toxicité et donc la température est un facteur extrêmement important à prendre en considération lorsqu'on utilise un pesticide. Or aujourd'hui ce n'est pas vérifié. Lorsqu'on vend un pesticide, il n'y a pas eu ce type d'étude. Et forcément, quand je vends de la deltamétrine que je vais appliquer en région PACA versus en région nord dans le nord de la France, c'est pas du tout les mêmes températures, donc est-ce qu'on va avoir les mêmes efficacités? Donc ça soulève question, alors forcément, vous comprenez bien que les producteurs, les vendeurs de pesticides évitent d'aborder cette question, mais globalement, voilà, c'est aussi ça qu'on essaie d'éclaircir avec ce type d'études. D'autant plus que un aspect qui se rajoute et qui complique encore plus l'histoire, c'est que ces effets et ces réponses des organismes sont ce qu'on appelle transgénérationnels. En fait, on a des transmissions de génération en génération. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement est relativement bien connu et qui commence aussi à être étudié dans ces relations entre température et insecticide. Alors, par exemple, ici, vous voyez que lorsque vous prenez cet organisme-là, qu'il n'y a pas de prédateur, donc à la génération 1, donc là, c'est un organisme qui a bien vécu sa vie, il n'y a pas de problème, il n'a jamais connu de prédateur, il va donner naissance à des générations suivantes, la génération 2, et ensuite, quand vous avez la présence d'un prédateur, on voit qu'il y a un comportement de fuite qui se développe en présence du prédateur. C'est ce qu'on voit ici. Ici, l'animal n'a pas été exposé au prédateur en génération 2, très peu de réponses, pas de comportement de fuite, alors qu'ici, vous avez
la présence du prédateur, et donc il y a des animaux qui vont avoir un comportement de fuite important. Si vous faites exactement la même chose, la même étude, mais cette fois-ci vous prenez la génération 1, qui elle a déjà connu le prédateur. Qu'est-ce qu'il en est de la génération suivante, donc des petits? Est-ce qu'ils vont avoir une modification de leur comportement lorsqu'ils vont rencontrer le prédateur? Et on se rend compte que oui, effectivement, ils vont avoir un effet beaucoup plus fort, et de base aussi, on a des animaux qui, même en absence de prédateurs, ont un comportement de fuite, ont une tendance à plus favorablement fuir. En fait, ils se méfient finalement d'un certain nombre de situations. Donc c'est ce qu'on appelle de la plasticité transgénérationnelle. À l'échelle d'un individu, on s'acclimate, on a un certain type de réponse, puis à force de pression, on peut avoir ce type de transfert de génération en génération. Et donc justement, une des choses que nous on a pu montrer au laboratoire, c'est qu'on observe typiquement ce type de plasticité transgénérationnelle de l'effet de la température et des pesticides. Et par exemple, typiquement, lorsque les animaux ont été préexposés à certaines températures, en fait, il va y avoir des effets beaucoup plus forts et transférés de génération en génération lorsqu'ils ont été exposés à un certain type de température. Donc cette interaction température-insecticide, en fait, c'est un nouvel aspect qui est étudié en laboratoire et qui montre qu'en fait, on a ces transmissions de génération en génération. Et comme je vous le disais, après cette histoire de pesticides, après cette histoire de température, se rajoute donc cette nouvelle dimension avec la présence d'autres polluants. Et donc une des choses qui est un petit peu dramatique et qu'on commence à observer, c'est effectivement la présence d'un certain nombre de perturbateurs endocriniens, et notamment d'additifs plastiques, qu'on retrouve dans tout un tas de matrices environnementales. Il y a pas mal de bibliographies qui commencent à montrer qu'on a par exemple dans un certain nombre de plantes, dans les racines, dans les feuilles, dans les tiges, dans les fruits, des perturbateurs endocriniens, comme par exemple ici le DEHP qui est un phtalate. On retrouve ça aussi dans les eaux de pluie, dans les sols. On a des fortes contaminations dans certains écosystèmes, ça commence à vraiment être étudié. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'effectivement, vous le voyez bien sur les images, ces perturbateurs endocriniens vont se retrouver dans des parties que nous allons consommer. Et c'est encore plus gênant, considérant que c'est quand même des produits qui ne sont pas anodins, puisque ce sont des produits, la plupart du temps, qui sont déjà caractérisés d'un point de vue toxicologique comme étant toxiques pour la reproduction, toxiques pour la physiologie, des possibilités d'être carcinogènes, donc ce qu'on appelle les CMR, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc des substances qui sont très préoccupantes. Le DHP, par exemple, celui dont on est en train de parler là et que nous on étudie, il est considéré comme substance très préoccupante par l'Union européenne. Et effectivement, comme je vous le disais, on le retrouve dans un certain nombre de matrices environnementales et un certain nombre de plantes. Et en plus, il y a toute une bibliographie qui montre qu'il y a des effets très délétères. Ces produits, ces substances, déjà ont une particularité, c'est qu'elles ne tuent pas forcément. Alors ça, c'est très surprenant. Donc, quand on le teste en laboratoire, on met du bisphénol A, on met du DHP, des fois à de très fortes concentrations. C'est limite si on ne trempe pas l'insecte dans le pot, il ne meurt pas. Par contre, il y a des effets physiologiques très forts, comme par exemple des perturbations du développement, des perturbations du système immunitaire, bien sûr des perturbations des hormones circulantes, puisque ce sont des perturbateurs endocriniens, ils perturbent le système endocrinien. Et ils peuvent perturber comme ça tout un tas de fonctions biologiques, que ce soit chez les vertébrés ou que ce soit chez les vertébrés aquatiques. Par contre, chez les insectes terrestres, quand nous on a commencé à travailler sur ce thème-là, il y a à peu près une dizaine d'années, il y avait en fait encore peu de publications, donc c'est pour ça que nous on s'est mis là-dessus. Quand à l'époque on avait commencé à travailler ça sur les insectes terrestres, et notamment Spodoptera littoralis, il y avait un peu moins d'une vingtaine de publications dans le monde, ce qui est très peu, sur la thématique. Et pourtant, ce sont des bonnes cibles, parce que les insectes ont un système endocrine, un système d'hormones, qui contrôle beaucoup de fonctions vitales. Ça contrôle par exemple tout ce qui est mu et métamorphose chez les insectes. Ce sont des hormones qui, par des systèmes de pics réguliers, donc là, c'est des schémas un peu compliqués, mais globalement, vous voyez qu'il y a des pics d'hormones à certains moments, et puis après, vous avez des mus. Vous avez ici la formation d'une chrysalide, et puis vous avez la même chose chez les adultes. En fait, ce développement, qu'on appelle développement post-embryonnaire,
est régulée par les hormones. Et la physiologie des adultes, c'est pareil. Tout ce qui est reproduction, tout ce qui est réponse comportementale, chez les mâles, chez les femelles, peuvent être régulés par ces hormones, et notamment chez les insectes, on appelle ça des ecdystéroïdes, qui sont les stéroïdes des insectes, ecdys étant la mue en fait chez les insectes. Alors, ces hormones, pour la petite histoire, elles sont très similaires aux hormones stéroïdes, à un point où, à l'époque, on pouvait se doper aux ecdystéroïdes. Aujourd'hui, maintenant, on fait des contrôles d'antidopage et on détecte les ecdystéroïdes comme potentiels dopants. Et c'est aussi ces molécules-là que vous retrouvez dans certains végétaux, les phytostéroïdes, ceux qui, effectivement, pareil, sont assez parfois critiqués ou qui peuvent être consommés pour justement certains avantages qu'apporte la nutrition. Donc, sur ces molécules-là, nous, on l'a étudié, et donc on a exposé notre ravageur préféré à ce perturbateur endocrinien, le DEHP, en donnant tout ça à manger à des larves. Donc en fait, on a mimé comme si les animaux étaient effectivement exposés à des plantes contaminées. Ils ont mangé ça. Et qu'est-ce qu'on a pu observer? Effectivement, plein de choses. On a pu quand même avoir un peu de mortalité pour les concentrations élevées, mais alors il fallait vraiment forcer la dose. C'est des concentrations qui sont vraiment très élevées. Et puis on a eu ensuite des effets divers et variés. On a pu voir que ces molécules, quelle que soit la concentration, et même pour les concentrations les plus faibles, on augmentait la durée de développement, on augmentait la consommation alimentaire, les animaux mangent plus, ce qui est un peu inquiétant puisque c'est un ravageur de culture quand même. On a des perturbations hormonales très importantes, donc il y a les taux d'hormones qui partent un peu dans tous les sens, quelque chose qui est effectivement assez surprenant. Et puis si on regarde les adultes, on a aussi une perturbation du comportement sexuel et des fameux mécanismes que j'ai pu vous montrer avant. Certains sont perturbés, modifiés chez les adultes en réponse à l'effet hormone sexuelle. Et puis un autre effet qu'on a pu aussi montrer, c'est de nouveau ce fameux effet transgénérationnel avec quelque chose d'assez surprenant. Et là, je vais prendre le temps de bien vous expliquer ce qu'on a fait dans la manip et pour vous montrer à quel point c'est surprenant. C'est que pour observer cet effet transgénérationnel, l'idée c'est que en fait, ce sont les larves de la génération précédente qui ont été exposées aux perturbateurs endocriniens. Les larves de la génération précédente, elles arrêtent de manger. Donc le stade chrysalide ne mange plus, les stades adultes ne sont pas exposés non plus, donc là il y a des perturbations dues à des larves qui ont été exposées. Et ce sont les enfants, la progéniture des adultes, donc la génération suivante, dite N+1, où on observe aussi des effets. Donc c'est assez inquiétant de se dire que c'est une génération N qui est exposée et on observe les effets sur la génération N+. Donc de nouveau, cet aspect transgénérationnel qui est très étudié. Alors quelques exemples de ce que je viens de vous dire. Alors par exemple ici, vous voyez ce qu'on peut faire en termes de comportement sexuel. On peut faire ce type de petite arène de comportement. Il y a un rectangulaire, donc là c'est le fameux système de compétition. On a un mâle traité, un mâle non traité et une femelle. Ici, c'est le système où on met un mâle avec la phéromone qui est ici dans un petit tube qu'on envoie dans l'arène. Et donc, si on regarde ce qu'on obtient lorsqu'on expose les animaux au DEHP, ce sont des choses assez majeures, puisque très clairement, par exemple ici, vous voyez que par rapport au contrôle, lorsque par exemple les femelles ont été contaminées au DEHP, quand les larves qui ont donné ces femelles ont été contaminées au DEHP, on a une modification très importante de la durée d'accouplement, puisque les animaux, en fait, s'accouplent beaucoup moins longtemps qu'en comparaison des contrôles. Donc une modification très forte du comportement. Bon, ça, c'est un des exemples de comportement, mais comme je vous le disais, l'effet le plus fort, c'est sur la génération suivante. Donc là, on prend les œufs de ces individus, on les laisse émerger, on regarde les larves de la génération suivante, et alors là, comme vous pouvez le voir, on a des effets extrêmement forts. Si vous voyez le pourcentage ici de mortalité, on se rend compte, comparaison du contrôle par exemple, ici pour la plupart des concentrations, en tout cas les 3 concentrations les plus fortes, vous avez une forte mortalité qui est réduite. En fait, il y a beaucoup moins de morts en comparaison des contrôles. Donc là, vous avez le pourcentage cumulé de mortalité. Un contrôle est aux alentours de 25%. Et ici, en fait, pour les plus fortes concentrations, on chute largement en dessous de 10%, voire quasiment plus de mortalité. Donc quand vous exposez la génération N à un perturbateur endocrinien, vous transmettez un effet sur la génération N+1 et ça réduit la mortalité. Je
Pour rappel, ce sont des ravageurs de culture. Ça soulève des questions. Et voilà, on a ces pollutions-là qui peuvent être... Voilà. C'est pour ça aussi que ces phénomènes de résistance aux pesticides, aujourd'hui, on commence aussi à penser qu'il y a peut-être d'autres effets, des combinatoires avec des polluants qui font qu'ils vont mieux résister, mieux s'adapter ou avoir ce type d'effet. Alors ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des programmes ambitieux au laboratoire, on s'est un petit peu lancé dans ça, donc je vous dirais que ça fait 3 ans qu'on fait ça, c'est assez intéressant, mais c'est quand même un gros challenge. En fait, c'est un gros projet qu'on a, un projet notamment financé par l'ANSES, qui vise en fait à exposer des sols sur lesquels on va faire exposer de la tomate ou de la luzerne. On contamine au BPA, donc bisphénol A, on contamine au DHP, on contamine au 2, on fait des combinatoires. Et on essaie de voir les effets sur la croissance, sur les plantes, en fait, sur la physiologie des plantes. Ensuite, on donne à manger les plantes à nos insectes préférés, et on essaie de voir les effets sur les insectes. Et après, avec des collègues qui travaillent sur la souris, on donne tout ça à manger à des souris, pour finalement reproduire ce que pourrait se passer si ça tombe dans notre assiette, en fait, et donc si on était amené à manger ces végétaux, ou ces insectes aussi, parce qu'on commence à manger des insectes, contaminés avec des perturbateurs endocriniens. Donc on est en plein dans ce projet-là, et bon, je spoil un peu le résultat, on n'a pas encore publié, mais je vous le dis quand même un peu, puisqu'on est entre nous, il y a des effets à peu près à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand on arrose les sols, les plantes sont perturbées, notamment par exemple sur la tomate qu'on a utilisée, on retrouve des perturbateurs endocriniens dans la tomate. Donc ça veut bien dire que ça transfère du sol à la tomate. Les insectes qui mangent sur la tomate sont très perturbés. En fait, ce qu'on avait observé précédemment, on reproduit exactement les mêmes effets. Et puis là, la souris, les collègues, ils sont en train de passer les manips, et ils ont aussi retrouvé des effets. Ils étaient très surpris, ils ne croyaient pas, c'était un pari. Et en fait, ils ont des gros effets sur la reproduction des souris. Donc un effet perturbateur endocrinien de cette alimentation à base de tomates, de luzerne et d'insectes. Donc une grosse problématique, et donc comme je vous le disais, je revoyais mon schéma avec ces pesticides perturbateurs endocriniens et température, quelque chose qui est assez complexe. Aujourd'hui, là, par exemple, sur ce type de manip, il nous manque une chose, c'est rajouter des pesticides, modifier la température. Vous imaginez, là, c'est 10 ans de travail, donc on a encore un petit peu de chemin à parcourir avant d'y arriver. Mais, fort heureusement, il y a des alternatives qui apparaissent. Il faut quand même finir sur un message un peu positif. Puisqu'effectivement, on peut avoir ce qu'on appelle les fameux produits de biocontrôle, des nouvelles solutions qui apparaissent et qui, justement, évitent ces expositions à ces pesticides de synthèse très rémanents dans les sols et qui amènent des nouvelles façons de travailler, donc ce qu'on retrouve notamment, par exemple, en agriculture biologique, dans un certain nombre effectivement, de dispositifs d'agroécologie qui sont beaucoup plus safe pour l'environnement. Alors, nous, on l'a travaillé au laboratoire, on a différents types de programmes, comme par exemple les ravageurs du colza. Alors, le colza, c'est quelque chose c'est une catastrophe, en fait. Le colza, c'est attaqué par plein de choses. Donc là, par exemple, ce n'en est que 3, mais il y en a beaucoup plus. C'est 3 ravageurs qui attaquent le colza à différents moments de l'année, et qui fait que, du coup, globalement, à certains moments de l'année, en automne ou au printemps, quand vous allez sur le colza, vous voyez plein de petites choses qui se baladent, avec des méligètes par exemple, des charançons du bourgeon terminal, la petite altise, et qui du coup grignotent la plante et induisent plein d'effets et plein de destructions. C'est pour ça que du coup, dès qu'un agriculteur voit ça, bing, il sort les traitements, il essaie de trouver une solution parce que ça peut aller très vite, les ravageurs sont relativement doux. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais un plant de tomate à peu près haut comme ça, nous, au laboratoire, quand on met une dizaine de larves, des toutes petites larves de notre ravageur, c'est mangé en moins d'une semaine. Il n'y a plus de plants de tomates. C'est des boutons, ça mange énormément. L'idée, c'est d'avoir de la croissance. Donc forcément, c'est un gros problème dès que vous avez des individus qui sont positionnés. Donc là, par exemple, typiquement, vous avez des méligètes qui sont en train de grignoter les fleurs du colza. Ici, vous avez des petites altises qui vont grignoter les feuilles. Donc là, c'est très typique, vous avez ce type de morphologie. Il y a beaucoup d'insectes qui font ce genre de choses et qui font que, on voit très clairement les attaques, les morsures sur les feuilles. Ici, vous avez le CBT. Vous voyez, on ouvre le colza, et là, vous avez plein de petites larves comme ça qui sont en train de grignoter le colza.
Et du coup, forcément, si vous ne régulez pas, la conséquence c'est ça, c'est que vous avez une destruction du pied de colza. Ça c'est problématique. Et donc vous pouvez avoir dans certains champs de colza ce genre de choses. Alors ça c'est le colza, mais ça se retrouve aussi dans pas mal de cultures. Des fois vous avez ce genre d'espace, c'est parce qu'en fait là il y a eu un petit souci. Alors soit l'agriculteur n'a pas planté, mais souvent c'est parce qu'il y a eu une attaque de ravage. Donc la question c'est comment on fait pour ne pas utiliser des pesticides de synthèse parce qu'on voit bien qu'il y a des effets délétères et trouver de nouvelles alternatives. Et encore plus particulièrement lorsque, par exemple, on veut se mettre en agriculture biologique, parce qu'en agriculture biologique, c'est régulé, on ne peut pas utiliser n'importe quoi, et donc il faut trouver d'autres alternatives. C'est là où les produits de biocontrôle, effectivement, jouent un rôle, et donc où on retrouve 4 grandes catégories de produits de biocontrôle, qui sont souvent associés, qui permettent de gérer avec plus ou moins d'efficacité, mais en tout cas, on essaie de ne pas faire une seule stratégie, on essaie de faire plusieurs stratégies. On a ce qu'on appelle les macro-organismes, vous les connaissez, la coccinelle, c'est un exemple. On prend des prédateurs, en fait, des organismes qui viennent manger les insectes ravageurs. Donc maintenant, on peut acheter des coccinelles et faire de l'achat de coccinelles pour venir réguler, ça se fait bien, et les coccinelles mangent très bien un certain nombre de ravageurs. On a aussi des micro-organismes, et notamment on a des micro-organismes très particuliers chez les insectes qu'on appelle des entomopathogènes, donc qui sont des micro-organismes spécifiques des insectes. Vous pouvez toucher les micro-organismes, vous n'aurez rien. Par contre, un insecte, lui, est très sensible parce que ça développe des toxines spécifiques pour les insectes. Vous avez un certain nombre de substances naturelles, comme des huiles essentielles, des minéraux, des toxines aussi, qui peuvent parfois effectivement être très spécifiques des insectes. Et puis vous avez cet angle-là que nous on travaille plus spécifiquement, qui est l'angle des médiateurs chimiques, les phéromones, les odeurs de plantes. Donc les phéromones qui attirent, les odeurs de plantes qui peuvent repousser et qui du coup peuvent apporter des solutions. Donc là par exemple typiquement, c'est un exemple de résultats qu'on a eu au laboratoire, où on a fait des choses très simples, où on prend ces fameuses arènes de comportement, on met ici des organismes, donc là on l'avait fait avec des pucerons par exemple. Vous mettez ici une feuille que vous avez mis par exemple avec une huile essentielle. Ici, vous mettez une feuille sans huiles essentielles, puis ensuite vous enregistrez où est-ce que les animaux vont se diriger. Est-ce qu'on a plutôt un pouvoir attractif de l'huile essentielle, plutôt un pouvoir répulsif? Et là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a quand même des produits qui marchent très bien, des produits naturels, qui, par exemple, ici, peuvent, pour celui-ci, repousser 65% des individus. Alors bien sûr, ce n'est pas 100%. C'est ce qui pose aussi le problème du biocontrôle par rapport à certains autres traitements qui sont très efficaces. Là, on a des effets un peu moins forts, mais n'empêche que c'est déjà pas mal de se dire qu'on a presque 2/3 des organismes qui sont repoussés, qui ne viendront pas toucher la plante. L'écologie chimique, donc, du coup, est quelque chose qui est quand même pas mal en développement, et qui, du coup, amène à ce genre d'utilisation, donc les antennes d'insectes et les fameux pièges. Et une façon de travailler ce genre de choses, c'est déjà de comprendre aussi ce qui se passe dans les champs, et donc faire ce qu'on appelle des analyses de contexte odorant des agrobiocénoses. C'est un gros mot, mais qui veut dire globalement qu'on peut aller en champ, poser des sondes comme ça, pour essayer d'analyser les odeurs. On peut le faire aussi en laboratoire, en ramenant la plante sous une cloche, et on analyse comme ça les odeurs, avec l'idée d'identifier tout ce qui est émis par une plante, tout ce qui est émis par un insecte. Donc, comme vous pouvez voir ici, un certain nombre de molécules, comme par exemple des alpha-pinènes, du linalol, des molécules très classiques qu'on retrouve chez les plantes, et qui, ensuite, on peut tester en comportement, pour voir si ça repousse ou si ça attire un animal, ou même en électrophysiologie, en électrophysiologie, pour voir s'il y a des réponses de neurones ou pas au niveau des antennes des insectes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en développement, et donc là on est vraiment dans cette stratégie très monomolécule, qui veut dire globalement qu'on peut aller en champ, poser des sondes comme ça, pour essayer d'analyser les odeurs. On peut le faire aussi en laboratoire, en ramenant la plante sous une cloche, et on analyse comme ça les odeurs, avec l'idée d'identifier tout ce qui est émis par une plante, tout ce qui est émis par un insecte. Et donc, comme vous pouvez voir ici, un certain nombre de molécules, comme par exemple des alpha-pinènes, du linalol, les molécules très classiques qu'on retrouve chez les plantes, et qui, ensuite, on peut tester en comportement, pour voir si ça repousse ou si ça attire un animal, ou même en électrophysiologie, en électrophysiologie, pour voir s'il y a des réponses de neurones ou pas au niveau des antennes des insectes.
Donc c'est vraiment quelque chose qui est en développement, et donc là on est vraiment dans cette stratégie très monomolécule pour développer ces fameux pièges. Donc la plupart des pièges que vous voyez sur le marché quand il y a une solution de type phéromone, odeur, c'est parce qu'il y a eu toutes ces études en amont qui ont permis d'identifier une molécule qui marche particulièrement bien. Voilà, c'est un petit peu le Graal lorsqu'on fait de l'écologie chimique. Mais on peut faire aussi autrement. On peut aussi faire ce qu'on appelle de la confusion chimique. C'est-à-dire qu'on prend les mêmes molécules et on les balance mais à des doses ultra importantes. L'idée, c'est de brouiller le paysage chimique. Comme je vous l'ai dit, en fait, les animaux peuvent détecter à plusieurs kilomètres les phéromones sexuels. Là, l'idée, c'est de se dire, par exemple, je sais pas, vous prenez les chenilles processionnaires, ça existe, voilà, les chenilles du pin, ou celles du chêne. Vous pouvez mettre un piège à phéromones, donc attirer le mâle, par exemple, mais vous pouvez aussi vaporiser, notamment maintenant ça se fait avec des drones et autres, plein de phéromones sexuels. Du coup, les animaux sont plus capables de se retrouver dans l'environnement. C'est tellement saturé, c'est comme si là, dans la pièce, je prends une bouteille de parfum, je la lance, là, tout le monde sent du parfum, mais vous n'êtes plus en capacité de détecter le parfum des autres, en fait, tellement j'ai concentré du parfum dans l'air en dehors de la pièce. Donc c'est exactement le même principe, et ça marche plutôt bien. Par contre, aujourd'hui, ça commence à poser des questions de type, oui, mais là, on est en train de mettre des molécules à forte dose dans l'environnement, donc du coup, il faudrait aussi étudier ces aspects. Enfin, pour finir, et donc ce sera ma dernière diapo, il y a aussi des nouvelles études qui sont faites, et donc là c'est un collègue qui l'a développé au laboratoire, il a eu un gros financement de l'État pour ça, dans le contexte de France 2030, c'est qu'on peut aussi utiliser ces odeurs pour anticiper l'arrivée des ravageurs. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, un agriculteur réagit quand il voit le ravageur. Et donc on a un niveau de population qui est déjà trop important presque, quelque part. Donc, une des façons de faire, c'est de se dire, je vais essayer d'abord d'essayer de voir s'il arrive, s'il est sur le point d'arriver. Et ça, les phéromones sont quelque chose de plutôt utile parce qu'en fait, les antennes, comme je vous le disais, détectent des toutes petites quantités de phéromones. Donc, c'est des organismes, enfin, c'est des outils biologiques extrêmement intéressants parce qu'ils sont en capacité de détecter des choses qui sont de l'ordre du picogramme, vraiment du très 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 petit. Et donc, bien mieux même que certaines méthodes chimiques, qui elles demandent des fois des grandes quantités de flux d'air ou de matrices environnementales. Et là, le collègue, avec des roboticiens, ils ont eu l'idée de se dire, on va faire de la biorobotique, on va associer une antenne d'insectes avec en fait un robot qui est en capacité d'enregistrer les activités des neurones. Vous avez vu les dépolarisations, en fait on peut avoir une dépolarisation grâce à une phéromone sexuelle. Là, en fait, vous avez ça. Ici, vous avez une antenne d'insecte qui a été fixée. Tout ça est connecté à ce dispositif qui permet, avec deux fils, d'avoir le fil qui descend ici au niveau de l'appareil, qui va permettre d'enregistrer si l'antenne de l'insecte a détecté ou pas une phéromone sexuelle. Donc là, on a, grâce à ce dispositif, la capacité de détecter des toutes petites quantités et dire, attention, là, on a dans l'environnement un insecte, le ravageur, il est présent. Alors qu'en fait, on ne le voit pas, parce qu'il est en population trop faible, et il n'est pas observé. Et donc ça peut avoir un intérêt, parce qu'en termes de stratégie de lutte, on peut essayer d'adapter, de faire un petit peu autrement, que d'attendre que la population soit là, et puis de faire des gros traitements massifs pour essayer de le gérer. Voilà, donc les collègues ont reçu un prix international d'innovation pour cette idée, et c'est quelque chose qui marche extrêmement bien, à un point où ils se sont même amusés avec d'autres collègues à faire des robots. Donc ils ont fait un robot qui peut se bouger en fait dans une pièce comme celle-ci, où ils ont le robot qui est connecté à une antenne, et vous voyez les combats de robots, des fois il y a ce genre de... Ils font pareil, sauf que c'est un robot qui peut détecter la phéromone sexuelle de l'autre côté de la pièce. Vous voyez le robot qui se déplace et qui est en capacité d'aller récupérer la phéromone sexuelle. Voilà, donc du coup, il y a quand même de l'espoir, je voulais finir sur des positifs quand même. On a des nouvelles approches. Alors bien sûr, ce n'est pas les approches comme celles de l'après-guerre où c'est des produits efficaces qui restent longtemps dans les écosystèmes. C'est souvent des efficacités moins bonnes, des complémentarités d'outils, mais ça fonctionne. Et donc, c'est ce qu'on essaie de travailler avec le plan Ecophyto. On espère pouvoir continuer de travailler avec les plans Ecophyto. Voilà, merci pour votre attention.
2D, oui, mais tout n'est pas forcément extrapolable à l'identique. Enfin, sur un certain nombre de produits comme la détamétrie et autres, des collègues l'ont fait sur la partie pesticides, et ils ne retrouvent pas forcément les mêmes effets, voire des fois ils n'observent pas du tout d'effet. Nous, on a aussi fait des tests croisés avec d'autres pesticides, et en fait, si vous changez de pesticide, parfois vous n'avez pas ces effets-là. Donc c'est ça aussi qui complique les choses, c'est qu'en fait, il faut quasiment faire des études spécifiques modèle à modèle. Dans le même esprit, la méthode de la... Je passe le micro. Du coup, dans le même esprit, la méthode de la confusion chimique, ça impacte ces insectes-là ou l'ensemble des insectes au lieu de traitement? Alors, en théorie, quand on a identifié la phéromone sexuelle, a priori, c'est un produit qui est très spécifique. Alors, une phéromone sexuelle, c'est par définition en fait un mélange de plusieurs molécules, mais il y a toujours au moins une molécule majeure qui est celle qui déclenche le comportement et est en théorie spécifique d'un modèle donné. En tout cas, on peut le vérifier, parce qu'on connaît les bases de données. On peut aussi analyser effectivement différentes phéromones, essayer de voir si dans l'environnement direct, si on n'a pas effectivement... Ensuite, c'est l'apprenti chimiste. J'ai en mémoire, par exemple, un collègue sur un colloque, on était en train de s'étaler du côté de Tours, et puis on se baladait dans le jardin d'un château, puis à un moment, il y a plein de papillons qui viennent se coller sur lui. Et là, on dit, toi, tu as travaillé sur la phéromone du papillon. Bah oui. Donc, on est vraiment sur ce genre de choses. C'est que, du coup, effectivement, parfois, on peut avoir des petits accidents. Donc, on pourrait peut-être effectivement attirer une autre espèce parce qu'ils identifient cette molécule-là. Et ça, c'est pareil, il faut le travailler. D'ailleurs, il y a eu ce problème-là avec un parfum au Japon, où les gens se faisaient attaquer parce qu'il y avait une molécule qui était identifiée par justement une guêpe, qui était du coup une molécule d'ailleurs d'agressivité. Allez, l'apprenti chimiste. Par rapport à la dernière l'innovation que vous nous avez présentée, il faut connecter une antenne de mouche. Ça veut donc dire que la mouche, il faut quand même la changer de temps en temps, parce que je ne comprends pas comment on peut connecter une antenne de mouche. En fait, l'avantage avec ce système-là, c'est que l'organe, en fait, résiste toute la journée. Donc, en fait, l'organe, l'antenne, reste vivante toute la journée. Donc, c'est ultra économique. Et pour toute la journée, vous avez qu'à sacrifier un insecte, une mouche, une antenne de terre, vous le connectez et l'organe reste vivant toute la journée. Bonsoir. Dans notre région, il y a un sujet d'actualité, le ravageur, c'est la mouche drosophile. Et c'était dans le journal d'ailleurs ce week-end. Et il y a une expérience qui va être tentée, c'est de lâcher des guêpes Ganaspis. Ouais. Vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Et peut-être aussi un mot sur l'origine de ce ravageur. On entend dire qu'il viendrait d'Asie, des choses comme ça. Oui, c'est clair. Alors, il y a plusieurs hypothèses à son arrivée en Europe. Alors, à savoir que, par exemple, rien que pour les insectes, c'est une trentaine d'espèces que l'on considère invasives en Europe par an. C'est nous qui transportons tout ça. L'aviation a largement accéléré le transfert des espèces. L'activité humaine, en fait qu'on a une mobilité. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, par exemple, dans certaines régions du monde. Par exemple, je ne sais pas, quand vous venez d'Afrique, parfois, vous voyez les stewards ou les hôtesses passer avec du déodorant, on est d'accord. Hein. C'est parce qu'il y a des protocoles, parce qu'ils savent pertinemment qu'au moment de charger l'avion, il y a potentiellement des insectes qui peuvent arriver. Le moustique tigre, par exemple, c'est une forte hypothèse aussi. C'est que c'est arrivé. Pourquoi ça arrive aussi rapidement en région parisienne? Bon, c'est vrai que ça vole vite, hein, mais c'est aussi probablement parce que c'est monté dans des avions ou dans des voitures même, et que ça a été remonté en région parisienne et que ça s'est implanté. Voilà. Ensuite, sur le Suzuki, puisqu'on parle de Drosophila Suzuki, je pense, c'est en fait des guêpes parasitoïdes. C'est ce genre d'organisme en haut à gauche, donc à côté de la coccinelle. Ce sont des prédateurs de ces insectes-là. En fait, les guêpes viennent pondre des œufs dans les insectes ravageurs.
Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans certains modèles, c'est très étudié, on est en capacité d'avoir une attraction, justement, quand la plante est attaquée. C'était montré sur certains modèles. Les plantes vont émettre des odeurs très particulières qui vont attirer en fait les guêpes parasitoïdes. En fait, les guêpes sont aussi adaptées à la plante hôte qui est attaquée par un insecte ravageur. Et donc, c'est des relations comme ça qui existent dans la nature et qui fait que, en fait, vous avez un ennemi naturel qui est en capacité de justement attaquer le ravageur. Ok, merci. Merci. Et au niveau des abeilles, puisqu'on sait qu'elles sont très sensibles, est-ce que quand on pulvérise ces produits qui sont censés s'attaquer aux ravageurs, est-ce que ça ne, si on fait, comment formuler, si on produit ces phéromones en grande quantité, est-ce que ça ne va pas aussi toucher les abeilles? C'est à peu près la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire que si on est sur des phéromones très spécifiques, par exemple des phéromones de papillons, n'ont aucun effet sur les abeilles. Parce qu'en plus, les abeilles n'ont pas une communication chimique qui soit identique aux lépidoptères. C'est des systèmes de colonies, donc ils ont une autre façon de communiquer avec d'autres molécules de communication. Donc c'est pas un problème. Par contre, les produits qu'on utilise, par exemple les pesticides de synthèse, pourquoi les abeilles sont aussi souvent décriées comme étant très sensibles, etc. Ça, on le sait parce qu'effectivement, on sait que génétiquement, les abeilles sont beaucoup moins bien adaptées que d'autres papillons. Un papillon ravageur, par exemple, en termes d'enzymes de détoxification, c'est-à-dire que les enzymes qui sont en capacité de gérer les pesticides, c'est plusieurs centaines, voire même plusieurs dizaines, plusieurs 200 à 300 enzymes différentes qu'on peut retrouver dans l'organisme. Les abeilles, c'est beaucoup moins. Donc elles sont moins bien équipées, en fait, les abeilles, et donc c'est ça qui les rend aussi beaucoup plus fragiles. Donc sur la stratégie pesticide, en fait, pas odeur, mais sur la stratégie pesticide, c'est ça qui aujourd'hui pose beaucoup de questions parce que en fait elles sont tellement sensibles et fragiles que c'est les premières à disparaître. Une autre question? Bon, peut-être concernant les agriculteurs, merci en tout cas pour cette présentation. On voit que c'est quand même complexe l'utilisation du biocontrôle, ça demande quand même peut-être beaucoup plus d'efforts que de libérer un produit chimique sur ces cultures. Du coup, peut-être est-ce que tu proposerais quelque chose ou tu vois, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place là-dessus? Tu veux dire en termes de solutions pour gérer... Ouais, c'est ça, pour gérer tout ça en fait, parce que ça paraît... Aujourd'hui, c'est des problèmes, les observations sont très nettes, c'est des problèmes d'échelle. C'est-à-dire que ces grandes cultures sur plusieurs hectares gérées le plus souvent par une personne, c'est ingérable en fait. Et que pour pouvoir utiliser le biocontrôle, et donc d'ailleurs l'agriculture biologique est une belle démonstration, on a des cultures, des propriétaires qui ont des domaines beaucoup plus petits, beaucoup plus gérables, parce qu'effectivement il faut surveiller de près. Un coup je vais mettre de la phéromone, un coup je vais mettre de l'entomopathogène, à un moment je vais faire manuellement, je vais désherber manuellement. Là ça fonctionne beaucoup mieux. Donc c'est le problème d'échelle en fait, on est passé, justement on a dérivé, c'est l'après-guerre, ces fameux pesticides très efficaces nous ont permis de faire des choses sur une très grande surface. Aujourd'hui, il faut revoir les modèles et faire arriver sur des modèles beaucoup plus petits. Voilà, pour ceux qui a la question effectivement des salaires, de comment on vit de tout ça, mais globalement, si on n'avait pas de problème de salaire et autres, il faudrait qu'on ait des agriculteurs qui s'occupent de 1 ou 2 champs, point barre, et qui soient là au bon soin de ce champ, et ça marcherait beaucoup mieux. Merci. Justement, mais peut-être tu l'as dit, mais c'était un peu... J'avais cette dernière question... sur le détecteur de phéromones, ça couvre quoi comme surface? Plusieurs kilomètres. Plusieurs kilomètres. Ouais, plusieurs kilomètres. Ouais, c'est quand même assez efficace. Oui, tout à fait. Là. J'ai juste une petite question, je ne sais pas si s'il y a une réponse réellement à ma question, mais
Si par exemple, à petite échelle, par exemple, je m'installe et j'ouvre une exploitation agricole et je sélectionne une parcelle et je traite pas, par exemple. Est-ce que dans le long terme, ça peut un peu s'autoréguler ou je sais pas. Tout dépend en fait un peu de ce qui est présent comme ravageur et la problématique. Il y a certains ravageurs, ils sont sans pitié. Dans des régions qui sont en telle densité de population que si on fait rien, oui, de toute façon, le résultat est connu, ça sera détruit. Donc, ça dépend aussi beaucoup de là où on est installé, des populations de ravageurs. Alors certains disent qu'effectivement, parfois, il y a des régulations qui peuvent se faire où il faut aussi être dans l'acceptabilité de la perte. Là, cette année, on a eu 30, 40%, 50% de perte. Le rendement sera moins beau. Donc oui, il y a certaines publications, certaines descriptions comme ça, mais ça dépend vraiment beaucoup de là où aussi on est, clairement. Je prends le colza, par exemple, les ravageurs du maïs, etc. Sur ces grands champs, là, on a des densités hallucinantes de ravageurs. Donc le scénario, il est tout écrit. Ils vont être attaqués, ils vont être bouffés. Merci. Le problème, dans mon jardin, quand on met des coccinelles, elles vont chez le voisin. Est-ce que votre voisin a probablement des plantes qui les attirent? C'est possible. Il y a certaines plantes, il faut identifier ce qu'il appelle les géraniums, ce genre de choses. Ça attire pas mal ce type de verre. C'est possible. C'est pour ne pas tout dans les contrôler, effectivement. En tant que solution, est-ce que le fait d'affamer les ravageurs, ça a été pensé? Non, ça n'a jamais été envisagé. Alors, en tout cas, pour les ravageurs d'insectes que je connais, c'est que sur la théorie où dans une zone, on ne met plus rien, on ne met plus la culture, on ne met plus. En fait, ils bougent. J'imagine bien, mais si ça s'appelle par colza. Oui, non, en fait, la plupart du temps, ils s'adaptent quand même. Ils sont pas. Alors, il y a certaines espèces qui sont très clairement, comme on dit, inféodées à une plante haute, qui du coup sont obligés de l'avoir pour faire leur cycle. Souvent, c'est des associations très strictes parce qu'il y a des toxines qui sont produites, des capacités de résistance qui sont connectées. Mais en fait, beaucoup des ravageurs sont souvent polyphages, s'attaquent à plein de choses et peuvent s'adapter. Ce qui d'ailleurs, du coup, explique aussi pourquoi parfois ils arrivent à le ravageur du coton. Bon, on n'a pas de coton en France, oui, mais ils s'adaptent parfaitement bien. Parce qu'ils sont très résistants, parce qu'ils peuvent manger un peu tout ce qu'ils veulent, en fait, il n'y a pas de toxicité spécifique. Et, donc, non. Et la migration, elle est importante. Donc ils peuvent faire plusieurs kilomètres, s'implanter autrement, autre part. Et, par exemple, typiquement, alors nous, dans mon village, je vis en Normandie, en ce moment, c'est la processionnaire du chêne. On a monté une association, donc on met des pièges à phéromones, on met tout un tas de choses. Là, en ce moment, on a tellement bien travaillé sur la zone boisée du voisinage qu'on n'a plus rien. Alors, en fait, on a déporté le problème ailleurs. Les autres villages nous disaient « Ah, on a envahi cette année, etc. » L'année, on a bien bossé. Mais voilà, le problème, c'est qu'ils bougent, en fait. Ils bougent et c'est cyclique. Une question peut-être un peu bête, mais comment du coup on produit les phéromones pour en avoir en quantité, pour l'utiliser, pour généraliser un peu? Ça c'est facile parce que soit on les extrait avec les glandes phéromonales et on peut avoir des très grandes quantités, c'est très facile à faire, pour savoir les disséquer, etc. Mais il y a aussi un certain nombre de molécules qui peuvent être produites de façon synthétique, et ce qui met parfaitement la molécule naturelle, c'est exactement la même. Donc ça pose vraiment aucun problème. On peut avoir des très grandes quantités assez facilement. Bonjour.
Juste une question, c'est vous avez testé sur les ravageurs, est-ce que vous avez pensé, peut-être les auxiliaires viennent après les ravageurs, est-ce que vous avez pensé à tester peut-être sur les auxiliaires? Sur les auxiliaires, non, nous non, parce qu'on n'est pas du tout spécialisé, mais on a des collègues qui le font. Il y a des centres de recherche en France qui sont spécialisés. Avignon, Toulouse, par exemple, ils travaillent beaucoup sur l'abeille. Ils ont des très fortes compétences, donc on ne peut pas tout faire. Et en plus, on a des collègues qui sont spécialisés. Et ça, c'est très largement étudié. Ils le font beaucoup, tout ce qui est dose sublétale sur l'abeille, sur les espèces auxiliaires. Il y a quand même beaucoup de laboratoires qui sont sur ce type d'études. Juste une question, c'était sur quand vous avez montré les souris, la contamination, c'était les collègues, et vous avez regardé, est-ce que c'était quelle dose que vous avez mis? C'était pareil, une petite dose comme au lait de maltraité? Sur les perturbateurs endocriniens? Oui. Avec les souris? Quand c'était global, c'était effet systémique, c'était pour voir un petit peu l'effet. C'était là sur ce schéma-là? Oui, c'est ça. Ouais. Et là, on est de l'ordre du nanogramme. Oui, du nanogramme. C'est rien du tout. Et nanogramme, on a des effets très forts. C'est la problématique des perturbateurs endocriniens, en fait. C'est que des très petites quantités. Et en fait, les perturbateurs endocriniens ont complètement révolutionné notre façon de concevoir la toxicologie. Vous connaissez ce Paracel, ce sulfone, plus j'en mets, plus j'ai un effet toxique. Pas avec les perturbateurs endocriniens. On a aujourd'hui toutes ces doses très faibles là qu'il faut explorer, réexplorer. Et on voit des effets alors qu'on les ignorait en fait, en considérant que de toute façon, quand c'est très faible, il n'y a rien qui se passe. Mais c'est pas du tout le cas en fait. S'il n'y a plus de questions, merci beaucoup David. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bravo. Ah oui, il y avait encore une diapo, je crois. Ouais. Ils te font bosser ce soir. Ouais, t'as vu voilà, et ça c'est grâce à Pauline, merci Pauline. Et voilà, le prochain rendez-vous de la Fondation, ce sera le 17 avril 2024 ici, sur un sujet chaud bouillant. Et ouais, les ondes électromagnétiques, un réel danger pour la santé, point d'interrogation. Et donc ce sera donné par Amandine Pelletier, qui est bretonne, et on est très heureux en fait de vous présenter cette conférence parce qu'il est extrêmement difficile d'avoir des données scientifiques sur l'effet des ondes sur les cellules humaines ou le corps humain. Et donc on est très content que Amandine ait pu se déplacer pour venir nous parler du fruit de sa recherche. Voilà, et merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous ce soir.